Je vais donc accueillir dans quelques instants celui qui va nous entretenir d'un sujet dont la question est tout simplement en quoi l'intelligence économique permet aux entreprises de se développer en Afrique. Et comme le veut la tradition, nous allons faire connaissance avec notre futur intervenant. C'est toujours un plaisir que de pouvoir présenter ceux qui vont dans quelques instants, tout simplement se faire un plaisir de vous entretenir du sujet qui leur a été confié. Nous parlons donc de Franck Tonini. Il est fondateur de la plateforme méthodologique Vigilance. Il a formé depuis 20 ans plus de 6000 entreprises et 500 administrations à des méthodes aussi simples qu'efficaces permettant à tous de mieux collecter, analyser et protéger ces informations stratégiques. Conseil en stratégie tant en Europe qu'en Afrique, dans des secteurs aussi divers que le retail, l'industrie, la banque, l'immobilier ou encore l'intelligence artificielle, ainsi qu'auprès de nombreux organismes gouvernementaux, Franck a une réelle maîtrise des enjeux qui se posent donc dans toutes les entreprises, soucieuses de progresser avec sérénité et efficacité dans un environnement incertain et en perpétuel mouvement. Son attachement à la pédagogie l'a conduit à créer de nombreuses formations dans l'enseignement supérieur avec des organismes aussi prestigieux que les écoles polytechniques et les écoles de commerce les plus exigeantes. Auteur de l'ouvrage de référence Le Petit Manuel d'intelligence économique, paru aux éditions du Node, et rédacteur de très nombreuses lettres d'information écrites pour le compte d'entreprises désireuses de démontrer leur utilité, Franck a été Benjamin national de l'Ordre national du mérite. Nous allons donc, sous vos acclamations, accueillir Franck Tonini. Bonjour à vous tous. Dans votre introduction, vous disiez que vous alliez me passer la parole sans transition. En fait, je pense quand même qu'il y en a certaines. Il y en a certaines puisque lorsqu'on écoute les deux personnes précédentes, on se rend compte que la francophonie, c'est aussi un moyen de réfléchir de la même manière et que l'intelligence économique, c'est avant tout cette compétence d'analyser l'information pour justement en faire une connaissance qui pousse à l'action. Et donc de raisonner dans un cadre conceptuel commun qu'est la francophonie, c'est déjà un intérêt et une convergence naturelle entre la France et les pays africains. Pour travailler actuellement en Côte d'Ivoire, je mesure aussi à quel point un événement sportif comme fut la CAN a eu un impact bien au-delà, en fait, de les simples activités sportives, puisque ça a été absolument déterminant en termes d'attractivité du pays. Cette attractivité, du reste, elle se repose aussi sur un socle culturel qui est assez caractéristique des populations africaines et qui est le patriotisme. Et moi, j'étais assez fasciné de cet engouement qu'il y avait lors des matchs. On était au-delà d'une simple manifestation sportive. Et en fait, le patriotisme, c'est aussi un outil de l'intelligence économique, car à l'échelle d'un pays comme d'une entreprise, c'est à travers ce patriotisme qu'on va développer ou pas des compétences pour justement protéger ses savoir-faire. Et dans une période où le commerce mondial est remis en cause, dans une période où l'Afrique, chaque jour un peu plus, s'impose sur la scène mondiale, en cette période où en fait on passe du commerce à l'industrie, eh bien la protection des savoirs est constitutif d'un développement ou non des entreprises. Il ne suffit pas de produire, encore faut-il savoir protéger ces informations. Et donc, on a bien sûr une intervention axée sur l'avenir, mais je voudrais faire un petit peu d'histoire. On a lancé la politique d'intelligence économique en France il y a à peu près un quart de siècle.
dans les années 2000, avec des régions pilotes comme le Nord-Pas-de-Calais, et à l'initiative du reste de préfets, comme le préfet Rémi Potra, qui a été une personne tout à fait déterminante en la matière. Et très vite, en fait, eh bien, on a vu se développer en Afrique, il y a une vingtaine d'années, les premières démarches d'intelligence économique. Et donc l'objectif de mon propos, c'est de voir avec vous, de manière presque statistique, quels sont les sujets qui fonctionnent, des sujets qui fonctionnent le moins en matière d'intelligence économique. Alors, je ne sais pas si c'est... Voilà. Le premier point que je voudrais aborder avec vous, c'est que l'intelligence économique, c'est bien sûr revisiter son lien à l'information. Ça se repose sur un socle culturel. Et là, en fait, si je dresse le bilan des 10 dernières années, ben, il y a quelque chose de presque contre-intuitif, c'est que j'ai l'impression, quand je fais des conférences en Afrique, que la fluidité qui existait il y a 10 ans est en train de disparaître, puisqu'en fait, avec l'émergence des réseaux sociaux, avec la suprématie de l'information écrite telle qu'on la trouve sur Internet, la spécificité de l'oralité est un peu disparue. Et j'étais assez fasciné quand je posais une question. Il y a une dizaine d'années, je faisais des tests à des dirigeants ou dans des écoles. En fait, la moitié du public téléphonait ou allait chercher dans son réseau humain les informations dont ils avaient besoin. Et aujourd'hui, il y a quelque chose d'assez homogène, qu'on soit à Paris, Dakar, Berlin ou Abidjan. Quand vous posez une question à quelqu'un, systématiquement, il va rechercher sur le net. Et donc là, il y a un biais, parce que je trouve que ce qui était fluide, une spécificité culturelle, qui était une approche à la fois communautaire et de l'oralité, est en train de se perdre, alors qu'en fait, l'information circulait de manière beaucoup plus fluide il y a quelques années, quand justement on gardait ce socle culturel. Et donc, à chaque fois, un des premiers terrains d'application de l'intelligence économique, c'est d'expliquer que l'information stratégique est rarement celle que l'on lit, c'est souvent celle que l'on entend. Pourquoi ? Parce que si vous voulez vous différencier, vous ne pouvez pas vous différencier si vous vous concentrez seulement sur les mêmes informations que les autres disposent. Et donc, la stratégie, qu'elle soit pour une entreprise comme une personne, c'est d'aller chercher l'information que les autres n'ont pas forcément. Et donc, il faut revenir, à mon avis, à l'oralité. Ce qui nous a aussi un peu perturbés au début, c'est que l'intelligence économique, il y a autant de définitions qu'il n'y a de personnes qui en parlent. Et très vite, il y a eu une confusion entre l'intelligence économique et l'espionnage. Et on a vu des apprentis barbouzes, comme ça, à force de tribunes en Afrique, expliquer que pour réussir, il fallait espionner. Bon, ce qui est absolument faux. Surtout qu'en plus, quand vous êtes devant un parterre de 500 femmes chefs d'entreprise dans le cacao ou les légumes, la probabilité et l'opportunité et la pertinence d'être espionné, elle est plus que faible. Donc la question, c'était justement comment je le structure, comment je comprends les marchés, comment j'identifie les opportunités et pas comment je suis espionné. Donc ça a été un facteur peut-être qui a pu limiter le développement de l'intelligence économique à une période parce qu'il y avait une confusion entre l'IE justement et l'espionnage. Et puis le dernier facteur qui a limité peut-être la progression, c'est que par exemple, lorsqu'on était en France, le troisième champ d'application de l'intelligence économique, c'était comment collecter de l'information sur des salons professionnels. Or, effectivement, vous aviez moins de salons structurés en Afrique de par simplement la typologie de l'économie. Et donc, il y a eu des terrains d'application qui étaient peut-être un peu moindres. Pourquoi je fais cette introduction? C'est tout simplement pour rappeler que rien ne vaut l'oral et que l'approche communautaire,
l'approche culturelle commune, le patriotisme, qui sont des traits spécifiques, et en tout cas bien plus prononcés en Afrique, on ne peut le trouver par ailleurs. Je suis tout à fait, moi, je pense, libre de le dire, puisque je vis depuis 20 ans la moitié de mon temps en Afrique. Donc j'ai cette espèce de biculturalité qui fait que j'observe les deux cultures. Et donc j'ai souvent tendance à dire à mes amis africains de ne pas perdre leur spécificité culturelle, car c'est cette spécificité qui faisait justement une différenciation positive au regard de l'intelligence économique. Maintenant, à quoi ça sert et surtout, pour qui s'applique l'intelligence économique? Je pense qu'en fait, vous allez avoir 4 familles d'entreprises qui vont être intéressées par des démarches d'intelligence économique. La première, ça va être l'entreprise étrangère qui va vouloir s'implanter et qui va être confrontée à des différences culturelles qu'elle aura du mal à appréhender. Et donc, dans ce cadre-là, l'entreprise étrangère souhaitant s'implanter sur le continent africain va très majoritairement demander des démarches de qualification, d'identification et de qualification de ses partenaires. Globalement, quel est le potentiel du marché, certes, mais surtout, comment je le comprends et avec qui je l'aborde. Aidez-moi à trouver les partenaires qualifiés sur le continent. Ça, c'était la première commande des entreprises étrangères. La deuxième famille d'entreprises qui demandent des démarches d'intelligence économique, ça va plutôt être, en fait, l'entreprise installée depuis longtemps, mais qui ne comprend plus l'évolution de l'Afrique, ou en tout cas qui avait des habitudes commerciales ou de négociation qui n'est plus conforme avec les coutumes. Donc l'entreprise établie qui avait le moyen de traiter des affaires de manière plus ou moins correcte, pour ne pas parler de morale, et qui en fait, dans l'intelligence économique, à travers des démarches de communication, veut récupérer une forme de virginité. On avait, nous, des clients qui nous disaient « Comment je fais pour oublier mon passé ?» Comment je fais pour faire oublier mes pratiques commerciales? Comment je fais pour être plus éthique? Donc on comprend bien déjà que l'entreprise extérieure, elle a 2 motivations très différentes. Soit elle arrive et elle a besoin de comprendre, soit elle était déjà présente et elle a besoin de se recréer une identité pour justement changer. Moi, ça fait 20 ans que j'enseigne, tant dans les administrations que dans les écoles de commerce. Et donc, moi, mes anciens étudiants sont devenus ministres. On voit bien, si vous voulez, que les décideurs ont une rigueur des manières de penser et des exigences en termes d'éthique, du RSE, de process, qui sont quand même en nette évolution et qui ne correspondent plus aux manières dont on commerçait il y a 25 ans. Ensuite, vous allez avoir l'entreprise africaine qui, en fait, elle, va se rendre compte que l'Afrique progresse. Mais la question, ce n'est pas si l'Afrique progresse, c'est est-ce que cette progression africaine bénéficie aux Africains? Et là, c'est déjà plus difficile. Et donc, on va avoir des entreprises qui vont nous demander des démarches plutôt pour se protéger, des entreprises qui vont avoir besoin de se processer, de se structurer, mais surtout, elles vont avoir besoin de partenaires extérieurs pour accompagner leur développement, mais elles vont avoir peur de trop donner. Et donc la question là, de l'intelligence économique, c'est comment j'assois mon développement avec des partenaires extérieurs sans pour autant être dépossédé de ma propre entreprise. Donc,
la peur, la menace, l'agression induite par de nombreuses implantations d'entreprises étrangères ont été le troisième champ d'application de l'intelligence économique, qui consistait justement à dire protégez-nous. Et celles qui, en fait, ne se sentaient pas menacées font partie de la quatrième catégorie, qui était qu'en fait, mettre en place une démarche d'intelligence économique, c'est développer un process, c'est développer une méthodologie. Quels sont mes besoins? Comment je collecte l'information? Comment je l'analyse? Comment je la protège? Et donc on comprend bien que ces process, ces démarches sont des process extrêmement structurés. Du reste, nous, notre méthode, elle vient des services de renseignement. L'intelligence économique n'est que l'application au niveau des entreprises de démarches issues des services de renseignement et des militaires. Et donc, ce sont des choses qui sont extrêmement codifiées. Et donc, l'intelligence économique est venue accompagner des entreprises qui souhaitaient justement, elles, se structurer, considérant que l'informel, à un moment, a ses limites quand on est en concurrence directe avec des entreprises qui, elles, sont beaucoup plus organisées. Et puis, la cinquième motivation, qui, elle, concerne à la fois les entreprises africaines ou les entreprises étrangères s'implantant en Afrique, c'est ce que j'ai déjà un peu énoncé, c'est la qualification des partenaires. C'est-à-dire, comment je suis dans les réseaux, comment j'identifie ceux qui vont appuyer mon développement. Et ça, on comprend bien que quand on a besoin de quelqu'un, eh bien, il faut aussi mettre en place des démarches de compliance, d'analyse. Donc, je rappelle que l'intelligence économique, c'est trois choses. C'est détecter des opportunités, c'est tout ce qui va concerner la veille. C'est se protéger, détecter les menaces. Et puis, ça va être aussi d'influencer. Et donc, quand on prend ce triptyque, et que, ça c'est le cadre conceptuel, il y a une littérature assez répandue sur ce sujet. Quand on prend ce cadre conceptuel et qu'on le compare, comme vous avez eu la gentillesse de le rappeler, j'ai effectivement édité un ouvrage qui a bien marché. J'en suis pas riche pour autant, puisque à 53 centimes de droits d'auteur par ouvrage, quand on sait qu'en fait, vous êtes bancable à partir de 800 exemplaires, c'est-à-dire que vos droits d'auteur, vous êtes riche, en tout cas, vous faites partie des 20 auteurs les plus riches quand vous touchez 453 € de droits d'auteur par an, c'est une invitation à l'humilité, même quand ça marche bien. Mais bon, c'est toujours un plaisir, et puis ça fait la fierté de vos enfants. Mais en tout cas, bon, on avait fait ce petit manuel qu'on avait écrit avec une petite centaine d'entreprises, c'est des cas très concrets. Là, je vous ai mis en fait, le classement des sujets qui sont les plus demandés. Le premier sujet, le plus demandé en Afrique, c'est effectivement « Aidez-moi à créer un réseau ». Ça vient appuyer la force commerciale, ça vient seconder toutes les activités de commerce, toutes les activités en interaction qui nécessitent des... Et puis, ça vient aussi aider tous les créateurs d'entreprises. Puisqu'en fait, aujourd'hui, les deux problèmes auxquels sont confrontés les entrepreneurs africains, c'est l'isolement et l'absence de fonds. Je ne reviendrai pas sur la frilosité bancaire, mais donc, en fait, on a une forte demande de la part d'entrepreneurs, de créateurs, pour dire « aidez-nous à créer des réseaux ». Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est comment on fait du lobbying d'influence. Pourquoi? Parce que les cadres juridiques dans les pays africains, le cadre réglementaire, le cadre normatif n'est pas encore totalement abouti. Et quand vous avez un vide juridique, eh bien, c'est le lobbying qui l'emporte. Ensuite, quand vous avez un cadre juridique existant, le lobbying est là pour le modifier. Mais là, en Afrique, le lobbying ne vient pas modifier le cadre juridique, il vient le supplanter. Et donc,
il y a des entreprises qui demandent justement des démarches pour être en interaction de manière un peu plus aboutie avec les autorités, pour justement voir comment en fait j'arrive à rentrer en contact avec telle autorité publique, comment j'arrive à me faire connaître, reconnaître et faire entendre ma voix. Le troisième, c'est effectivement protégez-moi. Je suis un créateur d'entreprise, j'ai besoin de fonds, je dois présenter ce que je vais faire, mais j'ai peur de trop donner, j'ai peur de tout donner, j'ai peur d'être dépossédé. Et donc, l'intelligence économique, ça va être la cartographie des menaces, l'identification des risques, la détermination des informations stratégiques à garder et celles qu'on peut diffuser. Pourquoi? Parce que, il faut se le dire, on est entre nous, on est aussi dans des économies de la captation. Il y a des fois, voler une idée, ça coûte moins cher que d'innover. Et donc, on voit énormément de bonnes idées migrer d'une personne vers l'autre, avec quelquefois des opérations très contestables où, sous couvert de soutenir des entrepreneurs, on les fait beaucoup parler pour connaître toute leur stratégie. Et donc là, la démarche, c'est de bâtir un plan de communication suffisamment attractif pour être financé, mais suffisamment limité pour ne pas être dépossédé. J'insiste sur ce fait. J'ai vu trop d'étudiants, trop de jeunes travailler, mobiliser leur famille pour créer une entreprise, et qu'à la fin, sous couvert d'un comité de soutien, d'aide, etc., eh bien en fait, l'idée leur soit volée. Le quatrième point, ça va être effectivement, dans des économies où la notoriété est importante, dans des économies où vous pouvez avoir des revers de situation, dans des économies où il faut se montrer mais pas trop, dans des économies où en fait le candidaton est important, c'est la maîtrise de l'image. Et là, on comprend très bien que l'intelligence économique et les métiers de la communication sont extrêmement associés. Ensuite, quand vous avez un secteur qui est exposé, c'est-à-dire un secteur qui voit arriver de nouveaux entrants, on va travailler avec elle, avec justement, si vous voulez, expliquez-nous ce qu'ils viennent faire chez nous. On va faire de l'empathie culturelle inversée. C'est-à-dire qu'on ne va pas expliquer à une entreprise française comment s'implanter au Mali, on va expliquer à un Sénégalais quelle peut être la stratégie de l'entreprise allemande qui s'implante. Non pas forcément pour la contrecarrer, mais elle arrive sur ce secteur et donc il y a une analyse à la fois économique et culturelle pour que justement l'entreprise soit protégée. Ce qui va être plus ponctuel, ça va être en fait la mise en place d'une cellule de crise, c'est-à-dire que quand ça pète, comment on fait, comment on se structure, comment on communique, comment on met en place une cellule pour justement trouver les bons process, parce qu'une cellule de crise, c'est un vrai métier en soi. Et puis, c'est encore trop peu développé, mais effectivement, aidez-moi à planifier, aidez-moi à analyser. Ça, on va l'avoir dans des industries, mais aujourd'hui, vous n'avez pas encore de très très grandes industries qui émergent. Vous allez avoir des créateurs qui vont avoir des unités de production entre 10, 20, 30 collaborateurs. C'est déjà conséquent, mais ça ne nécessite pas forcément de mettre en place un process abouti. Alors, désolé d'avoir peut-être trop parlé ou d'avoir été général, mais je pense que ce sont des tendances statistiques que l'on constate. Pour cette deuxième partie d'intervention, avant de vous passer la parole, peut-être vous présenter quelques initiatives. La première, c'est ce que fait Auchan chaque mois en Côte d'Ivoire. Le groupe Auchan, en Côte d'Ivoire, c'est 18 magasins de créer en 18 mois. C'est en fait 800 emplois. C'est une académie des métiers qui permet à des jeunes en fait, de se former à tous les métiers de la distribution. C'est un partenariat avec l'Institut national polytechnique pour justement mettre en place la première licence professionnelle en alternance de Côte d'Ivoire.
Ces 85 000 personnes qui chaque jour sont nourries grâce au partenariat qu'a le groupe donc le groupe avec la Banque alimentaire de Côte d'Ivoire, c'est régulièrement des dossiers qui sont faits avec des médecins, puisque en fait, dans un pays comme la Côte d'Ivoire qui progresse énormément, il ne faut jamais oublier que l'espérance de vie, elle est quand même de 59 ans. Donc vous avez un décrochage entre la situation économique et la situation médicale, et que lorsque vous êtes un distributeur, vous avez un devoir de rendre accessible une alimentation saine. Encore faut-il qu'elle soit consommée. Puisque, en fait, il faut changer les habitudes de consommation quand on a levé l'obstacle du prix. Et donc, face à ça, eh bien, on va travailler avec des médecins pour expliquer un peu ce que peut être l'alimentation, et puis rappeler que les fournisseurs ont eu des taux de progression de 300 à 400% en quelques années. Là, il y a l'exemple de cette dame qui est une ancienne couturière, qui a voulu travailler, être fournisseur de Auchan dans le domaine des légumes et des fruits. Et 2 ans après, elle a 16 collaborateurs. Et elle fait je ne sais plus combien de dizaines de tonnes de fournitures par mois. Donc c'est absolument conséquent. Pourquoi je vous cite cet exemple, et tout ce que je dis est absolument vrai, c'est pas pour vous faire la pub de Auchan Côte d'Ivoire ici, ça n'aurait pas de sens. C'est de rappeler, et ça c'est assez encourageant, que le constat c'est qu'il y a une vraie prime à la vertu. Un distributeur est un structurateur de filière, et ce que l'on constate, c'est que quand vous jouez le jeu d'un partenariat réciproque, quand vous recrutez localement, quand vous aidez à monter en compétences, eh bien, c'est un véritable investissement. L'enseignement n'est pas un coût, c'est toujours un investissement. Encore faut-il le faire savoir. Et donc, cette communication positive d'influence, c'est un moyen de diffuser auprès des autorités économiques, politiques, et médiatiques des bonnes pratiques pour qu'elles soient partagées. Et l'expérience que l'on a, ça c'est une application en fait de l'intelligence économique aussi à travers cette espèce de communication d'influence, une communication d'impact positif. Ça ne marche que si vous dites la vérité. Parce que si vous commencez à dire des bêtises, vous allez vous faire rétamer dans la semaine. C'est extrêmement puissant et surtout, ça démontre que l'entreprise qui réinvente son lien à l'Afrique en étant exigeante elle-même et en essayant de faire bien, eh bien justement, elle est plus protégée, elle est plus facilitée. Tout est plus facile quand on veut faire des choses qui ont du sens. Donc ça, c'est la première leçon. Alors, ça me semblait important parce que vous allez toujours avoir des loulous qui vont dire que pour réussir, il faut être dans les trucs sombres, qu'il faut naviguer en eau trouble. En matière d'intelligence économique, vous savez, on a un panel de pratiques qui va du plus soft au plus hard. La leçon, c'est que plus vous êtes dans l'eau claire et plus loin vous allez. Donc, il y a une véritable prime à la vertu. Ensuite, c'est que l'intelligence économique n'a de sens que si on lui trouve des terrains d'application. Donc le premier point, c'est un domaine indispensable pour le développement des entreprises. Mais on n'analyse pas l'information pour analyser l'information. Donc ce qui est important, c'est de trouver des champs d'application. En Côte d'Ivoire, on l'avait orienté, au Sénégal, on l'avait orienté avec Subdeco sur tout ce qui était plutôt les activités commerciales, l'ouverture au commerce international, le développement. Donc il y avait un lien qui était fait entre en quoi l'intelligence économique me permet de me développer au-delà de mon marché domestique. En Côte d'Ivoire, avec l'Institut national polytechnique, on a appris une autre approche méthodologique
consistant à faire un lien entre l'intelligence économique et la gouvernance stratégique. En bref, la planification. Comment je dépasse la culture du présent? Comment je dépasse la culture de l'instant? Comment je dépasse le réflexe de la résilience et de l'adaptation en continu pour en fait m'orienter vers de la planification? Car si le commerce permet la culture de l'instant, l'industrie ne peut pas, elle, se le permettre. Et donc on n'aura pas d'usine, c'est-à-dire qu'on n'aura pas une remontée de la valeur et un maintien de la valeur ajoutée sur le continent africain si on n'a pas d'usine, si on ne va pas vers la transformation. Cette transformation, son prix à payer, c'est la planification. Et puis, une autre tendance, tout à l'heure, Bruno et Alain parlaient des femmes et du sport. Ce qui est assez intéressant, c'est que de plus en plus, moi, je suis amené à animer des conférences qui font un lien entre l'intelligence économique et le leadership féminin. Alors ça, c'est intéressant parce que ça démontre que l'intelligence économique a 3 niveaux d'implication. Ça permet à un État de progresser et de protéger ses savoir-faire. Ça permet à une entreprise de se développer, mais ça permet aussi, en fait, à une personne, à titre individuel, de pouvoir progresser, de pouvoir, en fait, enfin occuper des postes auxquels elles peuvent légitimement aspirer. Et donc on comprend bien que dans des sociétés où tout le monde parle, en fait, c'est assez intéressant parce que tout le monde est pour l'entrepreneuriat féminin, tout le monde est pour le leadership féminin, alors ça fait consensus, sauf qu'après, quand on dit, mais dans votre entreprise, il y a combien de femmes qui sont directrices générales? Là, il y en a déjà beaucoup moins. Et donc, on voit des cadres féminins qui s'approprient et qui, en fait, que l'on forme à la culture du réseau, à la culture de la maîtrise de l'image, à la culture de l'art de convaincre, pour justement, en fait, qu'elles puissent, par ces démarches, avoir et aspirer et occuper les fonctions auxquelles elles peuvent légitimement prétendre. Donc, c'est assez intéressant parce que les 3 tendances, c'est 1, miser sur la vertu, 2, il n'y aura pas de croissance sans compétences et donc les politiques de formation sont indispensables, et 3, eh bien, à l'image du lien que l'on fait entre l'IE et en fait le leadership féminin, c'est que ces démarches sont aussi des démarches qui peuvent s'appliquer au niveau individuel, au niveau de chaque personne, dans le cadre en fait de sa propre progression professionnelle. Ça peut être un moyen pour ces personnes d'occuper les postes que les autres ne leur donneront pas. Donc en conclusion, ni naïf, ni parano, une vraie forme de vigilance. L'intelligence économique, c'est des méthodes, c'est aussi une culture. Ça n'est pas une question d'investissement, c'est simplement une question de méthode. Et si vous me le permettez, au-delà de vous remercier de votre attention, je reste à votre disposition si certains ont des questions à me poser à ce sujet. Je vous remercie. Merci infiniment, Franck, pour cette brillante présentation. Y a-t-il des questions en rapport avec ce qui vient d'être dit? Tout à l'heure, nous avons eu des litiges. Ensuite, nous avons eu, je pense, une volonté manifeste d'accroître son chiffre d'affaires. Et cette fois-ci, est-ce que certains seraient prêts à suivre une formation? On aura fait le tour du propriétaire à ce moment-là. Y a-t-il des questions? Je vois une main qui se lève, une main féminine, peut-être. On a parlé d'entrepreneuriat féminin, je pense. Je pense que le message est passé 5 sur 5, Franck. Eh bien, c'est l'essentiel. On peut l'acclamer, s'il vous plaît. Merci. Merci à vous tous. Merci.